Bonjour à tous, vous qui arrivez dans la salle pour ce 5e et avant-dernier webinaire de notre cycle Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène, en partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne et Beta-Grossup. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du management stratégique de l'entreprise agricole pour l'amélioration continue de sa performance globale. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir l'intervenant Philippe Janot, qui est professeur d'économie à Beta-Grossup, campus agronomique de Clermont-Ferrand, et Gaëlle Godby, qui est coordinatrice des programmes de création d'entreprise à Unilassal, qui jouera le rôle de discutante. Et donc, pendant que Philippe installe son écran partagé, je vous rappelle que vous avez deux possibilités d'interagir avec les intervenants et moi-même. D'une part, le bouton discussion ou converser ou chat qui vous sert à nous donner des informations ou me faire part de vos éventuels soucis techniques. Et le deuxième bouton que l'on vous encourage vivement à utiliser, c'est le bouton Q&R pour questions et réponses. Et ce bouton Q&R vous permet de nous poser toutes les questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Et donc, n'hésitez pas à poser ces différentes questions. Voilà, donc Philippe a installé son diaporama et tu peux commencer doucement. Les personnes arrivent tranquillement. Donc, peut-être, Philippe, tu peux introduire ce webinaire. Très bien. Bonjour à tous. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Janot, comme ça a été dit, enseignant-chercheur à Beta-Grossup, professeur d'économie rurale et membre de l'UMR Territoire. Donc, je vais aujourd'hui vous parler d'une thématique qui s'intitule le management stratégique de l'entreprise agricole à mission. Et il va être question de parler de l'amélioration continue de la performance globale de ce type d'organisation. Je voulais aussi remercier donc les organisateurs de me donner la parole. Je suis moi-même co-organisateur avec Philippe Prévost et Bertrand, mais je tiens vraiment à les remercier pour l'organisation de ce séminaire. Et puis, je voulais aussi remercier Gaëlle Godby qui discutera cette présentation. Voilà. Donc, je vais revenir pour introduire ce séminaire sur quelques enseignements à partir des webinaires précédents, des enseignements qui posent la question des contours de l'entreprise agricole à mission et de la mise en œuvre du projet stratégique qui permet finalement de réaliser ces missions. Il me semble que avec la première intervention, avec Kevin Lavillain, il avait été question finalement, on pourrait dire, de passer de l'exploitation agricole qui produit des biens, des commodités, à l'entreprise agricole vue comme un dispositif de création collective censé apporter des solutions inédites aux problématiques de l'Anthropocène. Il a aussi été question, notamment avec le webinaire introductif de Bertrand Valliorgue, de la mission comme un moyen de sortir finalement la tête du guidon pour les agriculteurs et de prendre du recul et de fixer un cap. Et puis, avec la troisième intervention, avec la quatrième intervention, le webinaire consacré à la comptabilité socio-environnementale, il était question finalement de proposer un nouveau référentiel, une nouvelle métrique qui permettrait de formaliser un engagement dans un projet responsable, soucieux de ses impacts. Donc, ce que je propose finalement, c'est d'aller cette fois sur la mise en œuvre finalement du projet. Et dans le livre de Bertrand Valliorgue, il est question finalement d'utiliser des matrices de matérialité pour identifier les enjeux et piloter les objectifs qui permettent de relever ces enjeux. Donc,
j'ai mis à l'écran là la matrice de matérialité de Danone. Donc en fait, il apparaît sur cet écran dans une colonne, la colonne de gauche, donc une présentation des engagements, des objectifs de Danone. Et puis en ligne, on a les objectifs de développement durable des Nations Unies, et Danone croise ses objectifs avec les siens et pointe le niveau d'engagement pour réaliser ces différents objectifs, préserver la planète, renouveler les ressources. Voilà, ça correspond à un certain nombre d'objectifs des Nations Unies, et donc Danone va s'engager d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est finalement une sorte de tableau de bord qui va guider l'action, parce qu'on va hiérarchiser un certain nombre d'impacts et on veut relever finalement ces enjeux. Et puis, l'idée, c'est quand on regarde ce que dit Bertrand Vallière dans son ouvrage, c'est que ces matrices de matérialité, elles sont couramment utilisées par les entreprises qui veulent donc mesurer et progresser en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ces matrices, finalement, elles visent à hiérarchiser les enjeux à traiter, à identifier les parties prenantes. C'est vraiment quelque chose d'important, hein, les parties prenantes concernées, et elles sont censées aider à construire des solutions concrètes. Alors évidemment, ça peut être le produit fini. Moi, ce matin, ce que je souhaite faire avec vous, c'est montrer en quoi finalement on peut développer une démarche qui va justement permettre de construire une forme de matrice de matérialité. Je vais faire des propositions qui ne correspondent pas tout à fait à une matrice telle qu'on l'a vu à l'écran, mais qui propose de construire un tableau de bord qui va permettre de guider l'action, de piloter le projet de l'entreprise à 3, 4, 5 ans. Alors, finalement, la question, le défi vraiment à relever, pour moi, c'est quand même de dépasser l'approche classique du diagnostic comme pseudo-outil de pilotage. En fait, l'idée, c'est de considérer que en sciences de gestion, en agriculture notamment, on a longtemps développé des approches, et on continue de développer des approches fondées sur le diagnostic. Ça, c'est l'héritage qui vient du professeur Chaubardelot, qui avait considéré, qui avait écrit un ouvrage de gestion agricole il y a très longtemps, et qui partait de l'idée que gestion et comparaison. Et c'est le père finalement de l'analyse de groupe. Et pour ce faire, il proposait de développer le diagnostic, dans le diagnostic de l'entreprise, à partir d'un référentiel. On compare la performance de l'entreprise à une référence, on mesure l'écart de l'entreprise au référentiel et on cherche les facteurs explicatifs des écarts pour ensuite proposer un certain nombre d'actions ou en tout cas identifier les efforts à réaliser dans une approche très normative finalement pour améliorer la situation. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve avec le fonctionnement de l'analyse de groupe. Et on a beaucoup d'approches comme ça qui sont fondées sur cette notion de diagnostic. L'idée, là, c'est de dépasser cette approche-là, et puis au passage de s'appuyer sur les travaux de Brossier, Marshall, Petit et d'autres, qui avaient développé dans les années 80 l'approche globale de l'exploitation et qui avaient déjà dépassé cette idée du simple diagnostic. Donc, il me semble qu'il est important finalement d'essayer de dépasser cette approche, et c'est pour ça que j'organise mon intervention en 2 temps. Premier temps, qui va être de revenir sur finalement c'est quoi gérer une exploitation agricole, et c'est pour ça que j'aborderai finalement gérer le complexe avec l'approche systémique du changement, et je proposerai dans un deuxième temps un exemple avec l'itinéraire méthodologique opérationnel
pour le management stratégique de l'entreprise agricole à mission, j'ajoute à mission, qui est donc PERFEA. Alors, le pilotage en contexte d'agriculture administrée a été longtemps la règle finalement, où l'agriculteur finalement avait pour enjeu de suivre le mouvement. Il conduisait son activité au quotidien, le nez dans le guidon, le système parfois piloté par l'extérieur, c'est la filière, la coopérative qui donne la tendance et voilà, on applique et finalement en suivant les autres par mimétisme, en regardant ce que font les autres par-dessus la haie, dans un monde stable, on était censé réussir. Et on était dans une logique finalement assez analytique où on se focalisait sur les problèmes, on cherchait les problèmes, les causes des problèmes, et en réglant le problème, on était censé finalement voir l'objectif ou aller vers l'objectif qui était masqué par le problème. Et on était dans une gestion assez linéaire, analytique de l'exploitation, à chaque problème, sa solution, on pourrait dire à chaque ravageur, sa molécule. Mais finalement, l'agriculteur, il est confronté à la complexité, il est confronté à des tas d'exigences, être compétitif sur le marché mondial, il est confronté à des attentes en matière environnementale, on lui demande de réduire ses dommages environnementaux, de produire des produits fermiers locaux de saison, de France, en AB, pas trop cher et sans OGM, sans, et pas trop cher bien sûr. Renforcer ses pratiques d'enregistrement et de suivi administratif, de s'inscrire dans une logique de contractualisation avec les industries agroalimentaires, d'être flexible dans des marchés volatiles, de s'adapter au changement de la PAC, d'accepter maintenant les algorithmes, de vivre comme les autres, de rendre son exploitation transmissible, de nourrir l'humanité, et puis voilà, maintenant, même de réparer la planète. C'est complexe, et l'agriculteur est confronté à cette complexité. Alors, cette complexité, le terme complexe, il vient de complexus. Et complexus, ça veut dire ce qui est tissé, ce qui est entremêlé. Il faut lire, comprendre la complexité d'Edgar Morin pour vraiment se faire une bonne idée de ce qu'est le complexe. Donc, ce qui est tissé, ce qui est entremêlé, donc les interactions entre les différentes composantes de l'exploitation, interactions qui sont parfois difficilement identifiables, qui sont complexes, avec des effets multiples. Voilà, tout le monde connaît les effets papillons, de seuil, d'irréversibilité, d'accélération, de feedback, les effets circulaires, cumulatifs, d'emballement, d'inertie, en chaîne, d'amplification, tout ça, ça fait le quotidien des agriculteurs, évidemment. Et donc, il y a derrière ces principes, derrière la complexité, il y a des grands principes d'émergence, d'imprévisibilité, etc. Et finalement, on est dans une situation où il est difficile de faire des prédictions et on n'est pas sûr qu'en faisant les prédictions, on atteindra les objectifs qu'on s'était fixés et que ce qu'on avait prévu arrivera. Et donc, on passe d'une logique où finalement, la question c'était peut-être à un moment de prévoir l'imprévu, mais là, on est dans l'imprévu, imprévu, et c'est extrêmement difficile. Et finalement, ces interactions, elles sont comme amplifiées à l'ère de l'Anthropocène. Donc, finalement, l'enjeu, ça devient de piloter le système complexe en monde instable, en accélération, en transition. Et pour ça, moi, je vais mobiliser l'approche systémique du changement, où l'idée, c'est plutôt de dire on se focalise sur les objectifs, sur le projet, et on dépasse finalement le problème. Donc, ça, c'est le premier temps. Et puis, il y a un deuxième point important dans ce cadre, c'est qu'on fait l'hypothèse que un système piloté va être plus efficace au sens où il a plus de capacité à atteindre les objectifs fixés. Et on va considérer du coup que l'agriculteur doit adopter une posture de commandant de bord. On veut qu'il reprenne la main, qu'il reprenne la barre. Et autrement dit, il doit pouvoir assurer la conduite de l'activité dans un but défini. Il doit pouvoir s'adapter,
au contexte, hein, être résilient, cohabiter avec d'autres, coopérer, s'adapter sur le long terme. Et pour cela, il doit pouvoir rendre ses actions réversibles en se dotant d'un système piloté à petits pas qui va réactualiser ses actions. L'agriculteur a forcément une stratégie, hein, et l'idée, c'est l'amener, l'aider à formaliser cette stratégie et à réaliser finalement sa stratégie en évoluant au gré des aléas. Hop là. Donc, l'idée derrière, c'est pour opérationnaliser, pour appliquer cette approche systémique du changement, l'idée, c'est finalement de recourir au management stratégique. Et dans ce cadre-là, on va considérer que tout d'abord, on va s'appuyer sur un certain nombre d'éléments historiques, hein, évidemment, et donc avoir une idée de ses forces, de ses faiblesses. On ne peut pas le négliger. Alors, ça renvoie finalement un petit peu à cette notion de diagnostic, mais surtout, on va se focaliser sur les buts de l'entreprise, sur la mission, sur la vision, sur les valeurs. C'est ce qui va faire les fondements et qui va donner en fait la direction, qui va donner le sens, comme je le mets sur cette représentation graphique. Et on a des cibles, plusieurs cibles, des cibles qu'on veut atteindre à 3, 5 ans. Et donc, ces valeurs, cette mission, hein, cette mission comme étant l'idéal de ce que je veux atteindre, les missions, hein, qui sont ma raison d'être, tout ça, hein, ce qui est essentiel pour moi, qui me guide, eh bien, ça suppose vraiment de prendre le temps d'y réfléchir. Et donc, forcément, ensuite, on va mettre en œuvre la stratégie, le projet, pour atteindre ces cibles, en tenant compte, hein, des opportunités, des menaces, des contraintes, des atouts de l'environnement, et vraiment de se poser sans cesse la question des actions à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs, de mettre en œuvre, de corriger, de vérifier déjà l'avancement de son projet, de corriger éventuellement ses actions et éventuellement revoir ses objectifs, et d'avancer à petits pas dans une logique d'amélioration continue. Alors, pour faire ça, on utilise finalement on propose une démarche, hein, c'est le deuxième temps de mon intervention, une démarche qui s'appelle RFEA. Et je vais revenir dans un premier temps sur les principes de cette démarche, et puis j'en donnerai quelques éléments de compréhension. Tout d'abord, les principes de la démarche. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, on utilise le cycle de l'amélioration continue, premièrement. Deuxièmement, l'idée est de mobiliser la notion de performance globale. Et la notion de performance globale, je vais l'aborder, mais elle va s'appuyer sur l'idée que l'exploitation est un système qui évolue dans un environnement, et l'enjeu pour l'agriculteur, ça va être de gérer sans cesse ses rapports à l'environnement, ses relations à l'environnement. Et donc, pour ce faire, on utilise une grille qui permet de discuter finalement la performance globale, la contribution de l'exploitation au développement durable de son territoire, hein, dans ce cadre-là. Le troisième point, c'est de travailler dans un cadre collectif, parce qu'un des enjeux, c'est d'associer les parties prenantes à la réflexion. Donc, par nature, la démarche, elle s'inscrit dans un cadre collectif. Le quatrième principe, c'est de promouvoir une approche non normative. On ne vient pas avec une grille, avec un modèle d'exploitation qu'il faudrait reproduire, avec un référentiel qu'il faudrait suivre. Cinquième principe, c'est de s'adapter aux contextes locaux. Chaque exploitation a ses particularités, ses ressources locales, son contexte local. Et l'enjeu, c'est bien de s'adapter à ce contexte. Et puis, le sixième principe qui est fondamental, c'est de recourir à l'appui d'un accompagnateur, parce que prendre ce recul nécessaire pour se projeter, identifier, revenir sur ce que peuvent être ses
ses missions, sa vision, ça suppose un temps de réflexion, un temps de prise de recul, et il faut un accompagnateur pour être capable de faire ça. Alors, la démarche, elle s'inscrit dans un cycle en 3 temps. Un premier temps, et je vais revenir un petit peu sur chacun des temps par la suite, un premier temps qui traite de l'analyse et de la réflexion stratégique. Donc, l'idée, c'est tout d'abord, et c'est fondamental, c'est d'identifier les parties prenantes. Il faut savoir qui on va mettre autour de la table pour discuter. Et ensuite, ça va être de s'interroger sur les missions, la vision, les valeurs. Ça va être d'analyser ses forces et faiblesses, les opportunités, les menaces qui peuvent contrecarrer ou renforcer la mise en œuvre du projet. Et puis, c'est de vraiment traiter la question du développement durable en élargissant les considérations et en abordant des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va partir de là, on recueille de l'information, et on va pouvoir, dans le deuxième temps, formaliser la stratégie, hiérarchiser, définir des objectifs, hiérarchiser ces objectifs, construire des indicateurs de pilotage stratégique, un plan d'action, et ensuite, troisième temps, mettre en œuvre cette stratégie, piloter, évaluer la performance, donc mettre en œuvre le plan d'action, évaluer la performance globale. Et on pourra revenir par la suite sur l'ajustement et une nouvelle réflexion stratégique. Donc tout ça aussi dans une grande approche d'amélioration continue. Donc je reviens simplement sur les 3 temps. Le premier temps, donc l'analyse et la réflexion stratégique. Je voudrais vraiment insister sur cette idée de réflexion sur les parties prenantes à associer. Donc là, la question, c'est que l'agriculteur est interrogé pour dire finalement qui sont ceux avec qui il doit partager, il doit échanger, discuter, pour intégrer finalement des éléments qu'il n'a pas en tête et qui vont sans doute avoir de l'influence sur son projet. Et donc, il doit s'interroger, et on lui demande de s'interroger sur qui sont ceux qui vont prendre la décision, qui sont on va dire, dans le cœur de l'exploitation, dans le leadership. Il y a aussi d'autres acteurs qui vont être dans l'exploitation, et donc là, qui vont faire partie du collectif, qui vont être dans la frontière, intérieure de l'exploitation. Et puis, on va demander ensuite à l'agriculteur de discuter des autres parties prenantes qui sont à l'extérieur de l'exploitation et qui ont de l'influence sur l'exploitation. Une fois que ces acteurs-là sont identifiés, on va demander à l'agriculteur de les interroger. L'accompagnateur pourrait aussi éventuellement aller prendre de l'information auprès de ces parties prenantes. Donc, l'idée, c'est de faire discuter l'ensemble des acteurs du projet autour du projet de l'entreprise. Je reviens ici simplement sur un schéma qui est un schéma connu pour ceux qui ont travaillé sur l'approche globale de l'exploitation agricole, qui revient sur finalement la prise de décision, parce que c'est de ce dont il est question là, prendre des décisions finalement sur l'avenir. L'idée, c'est de dire l'agriculteur, il a d'une part un réel voulu, ses finalités, qu'on concrétise par des finalités, mais qui renvoie aux missions, à la vision, aux valeurs. Qu'est-ce que je veux? Voilà, mon réel voulu. Et d'un autre côté, le réel perçu. Comment je perçois cet environnement? Chacun a sa propre perception. Et l'environnement avec lequel il va falloir composer. Et donc, je vais arbitrer entre d'un côté ce que je veux et de l'autre côté ce que je perçois. Je vais arbitrer, prendre des décisions stratégiques, des décisions d'action qui vont avoir de l'influence sur les caractéristiques de mon système de production, mon système opérant. Et forcément, les modifications qui vont être apportées au système, elles vont générer des ressources monétaires, mais pas que des ressources monétaires, évidemment, d'autres impacts divers et variés sur l'environnement ou sur l'organisation sociale de l'exploitation. Et c'est forcément ces ressources monétaires
il va falloir faire des arbitrages. L'agriculteur fait des arbitrages. Est-ce que je consomme intégralement la richesse produite? Est-ce que je la réinjecte dans l'exploitation? Donc, est-ce que j'ai à faire de nouvelles décisions de financement, d'investissement, qui vont sans doute modifier le réel perçu et donc forcément supposer de nouveaux arbitrages par rapport au réel voulu. Donc, c'est autour finalement de ce réel perçu et de ce réel voulu qu'on va interroger l'agriculteur et les parties prenantes. Donc, du coup, derrière, on suppose finalement que l'exploitation, c'est un système dans le sens où il y a des inputs qui rentrent dans le système, de l'énergie, des matériaux, de l'information. Tout ça est transformé pour produire des actions, des effets, des biens, des services, mais aussi des externalités, par exemple. Et on va, dans ce cadre-là, avoir un pilote ou des pilotes qui vont opérer une régulation participative, qui vont faire du feedback pour contrôler les sorties. Là, ils vont agir sur les entrées. Et donc, ils vont piloter le système. C'est pour ça qu'on va parler d'un système piloté, d'abord, et finalisé, parce que il va dans une direction. Et puis, là, on va demander à l'agriculteur de s'interroger sur les rapports de son système à l'environnement. Donc, on n'utilise pas une grille du développement durable classique avec les 3 piliers, mais là, on va interroger l'agriculteur sur, finalement, ses relations à l'environnement. Et l'environnement, il est caractérisé, et là, on s'appuie sur le cadre théorique de Bossel, on va interroger l'agriculteur sur les caractéristiques de l'environnement, avec, par exemple, marqué par la rareté des ressources. Eh bien, comment vous faites avec ces ressources rares? Et donc là, il va être question de discuter l'efficience. L'environnement, il est aussi marqué par la variété. Et donc, est-ce que j'ai de la liberté d'action? Est-ce que mon environnement, il est varié? Est-ce que je peux changer ou non de filière facilement? Il est marqué par la variabilité. Est-ce que mon système, il est résilient? Est-ce qu'il va être capable d'absorber les chocs? Il est marqué par le changement long. Est-ce que mon système est adaptatif? Il est marqué, cet environnement, par des acteurs. Est-ce que je vais pouvoir, comment je me comporte avec les autres? Est-ce que je collabore, je coopère? Est-ce que je suis en conflit, etc., etc. Donc, on va poser toutes ces questions et, voilà, et de manière à considérer l'entreprise à mission, finalement, vue comme un système responsable, adaptatif, piloté, finalisé, j'aurais tendance à dire missionné. À partir de là, toute cette information, elle est collectée et donc, on va construire une carte causale, une carte des relations entre les idées qui ont été amenées tout au long des échanges. Et l'idée, c'est de dire on va tisser en fait ces idées, un peu comme si on tissait des pelotes de laine qui vont nous permettre de construire une tapisserie qui révèle un paysage. Et bien là, on va tisser des idées pour comprendre le complexe et révéler finalement le projet. Donc, pour construire cette cartographie, en fait, on s'appuie sur des chaînes de causalité et donc on va interroger l'agriculteur et on va reconstituer une chaîne de causalité. Par exemple, voilà, l'agriculteur a un foncier éclaté, il veut échanger des parcelles. Donc, il va, pour réduire la distance à ses parcelles, réduire les déplacements en tracteur, avoir du coup plus de temps pour travailler sur son troupeau, réduire les pertes de production, produire plus, augmenter le revenu. Et même chose, sa réduction de temps va lui permettre de réduire des coûts de mécanisation. Il y a d'autres éléments qui participent à ça. Et on voit que finalement, ça va permettre par exemple, de réduire des charges de structure, d'augmenter sa capacité d'autofinancement. Il va investir dans du foncier et éclater son foncier. Donc, on voit qu'il y a des boucles de détérioration ou d'amélioration qui peuvent exister. Il y a aussi des éléments centraux, comme réduire les coûts de mécanisation, ou des finalités comme augmenter le revenu. À partir de là, l'idée, ça va être d'identifier justement ces éléments centraux. Et par exemple, comme on a des carrefours, des grands ronds-points dans des réseaux de circulation, eh bien, on a des idées centrales dans notre carte qu'il va falloir repérer. Parce que l'idée, c'est de dire, voilà, si on a à piloter un plan de circulation, eh bien, il faudra mettre l'attention sur des carrefours importants. Ce n'est pas la peine d'aller contrôler tous les carrefours. Il y a quelques carrefours importants qu'il faut contrôler parce que si on les bloque, eh bien, on bloque tout le système. À partir de là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir
en tout cas, c'est l'agriculteur qui va pouvoir identifier des finalités, qui va pouvoir identifier des centralités, et donc il va en faire des cibles, quelques cibles. Voilà, j'ai une carte avec 150 idées, eh bien, avec l'outil qu'on utilise, on va pouvoir lui donner à voir l'ensemble des éléments importants et l'agriculteur va valider, retenir, choisir les éléments, les cibles stratégiques. Une dizaine. Et sur chacune de ces cibles, il doit mettre un indicateur pour piloter finalement son projet. Donc, l'idée, c'est derrière d'identifier les cibles, d'avoir un indicateur sur chaque cible, un indicateur qui va permettre de vérifier qu'on a atteint la cible, et pour chacune des cibles, définir une action ou quelques actions et des moyens d'action. Et à partir de là, on aura un plan d'action. Ce qui nous permet finalement, au bout du compte, d'avoir un tableau de bord avec une présentation générale. C'est l'agriculteur qui a choisi des photos, on reprend ce qui a été dit sur la vision, les missions, les valeurs, les axes stratégiques, la description d'exploitation. Tout ça, ça vient de l'agriculteur. C'est lui qui construit ça, bien sûr. Nous, on met en forme, mais ce sont ses idées. Et au verso, on a le tableau de bord qui revient sur les piliers du projet, qu'on appelle ici domaine de performance ou axe stratégique, avec la dizaine de cibles stratégiques qui ont été identifiées, qui sont fondamentales pour réaliser le projet, avec des indicateurs sur chacune des cibles, quelques actions à réaliser qui doivent permettre d'atteindre les cibles. Et ça va servir à l'agriculteur pour piloter son projet. Donc, du coup, on arrive dans le troisième temps, pilotage et évaluation. L'outil principal, c'est ce tableau de bord stratégie qui va permettre de suivre la stratégie, de mesurer l'atteinte des objectifs, de piloter l'organisation, d'avoir des éléments de communication qui montrent l'engagement. Et c'est un outil évolutif. Je terminerai en disant, on a besoin d'accompagnement, j'en ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui aide, qui ne juge pas, qui fait preuve d'empathie, qui recourt à l'écoute active. Ce n'est pas le conseiller comme un médecin qui vient, qui serait un expert, qui établirait un diagnostic, qui formulerait un pronostic et qui prendrait une décision thérapeutique. On n'est pas sur cette posture. On est sur la posture de, entre guillemets, la sage-femme qui aide à accoucher du bébé. Voilà. Je conclus en disant que finalement, cette démarche, PERF, elle nous semble être adaptée pour accompagner la mise en œuvre du projet d'entreprise à mission. On a, avec ce genre de démarche, un itinéraire qui pose le projet comme outil de décision. C'est une approche qui ne norme pas les missions, c'est plutôt une approche qui permet de clarifier ce sur quoi l'exploitation s'engage. Et c'est un itinéraire avec des passages obligés qui permet les détours et qui est adapté à de nombreuses formes d'organisation. Voilà, j'arrête là en disant simplement qu'on peut trouver, je mettrai un lien sur le chat, qu'on peut trouver, qu'on a accès à des boîtes à outils finalement, enfin, une mallette pédagogique plus exactement, qui permet de mettre en œuvre cette démarche sur 2 sites. Et un ouvrage qui reprend tout ça, qui s'appelle Agriculture en mouvement, qu'on a rédigé avec Mathieu Capit. Voilà, merci beaucoup. Donc, cette fois, Gaël, je te laisse terminer. Philippe, peut-être. Oui, non, merci beaucoup, Philippe. Donc, j'arrête le partage de ton écran. Vous pourrez retrouver de toute façon la vidéo en replay vidéo et vous aurez à la fois les diapos et les références sur la vidéo en replay. Je vous ai mis le lien, vous l'aurez à partir d'ici 2 jours, je pense. Et effectivement, Gaël va du coup réagir ou compléter, ou en tout cas, elle va discuter de cette intervention de son point de vue de coordinatrice des programmes de création d'entreprise. À toi, Gaëlle. Tu mets ton son. Merci beaucoup, Philippe Prévost. Merci, Philippe Jeannot. Et merci à Bertrand Valliorgue de votre invitation à échanger et surtout globalement de cette initiative, de cette série de webinaires tout à fait intéressants et d'actualité, à la fois moi dans mes missions de coordination et d'accompagnement à la création d'entreprises ou d'entreprises créées bien évidemment dans le monde agricole et dans les sciences du vivant.
Alors, je m'appuierai ici sur ma connaissance et mon expérience d'économiste de formation, mais tombée dans la stratégie depuis 2004 au profit d'enseignement et de recherche en stratégie entrepreneuriat pour Unilassal, carrière que j'ai mis de côté pendant 4 ans entre 2016 et 2020 du fait d'une activité d'entrepreneuriat cofondée avec mon époux, mais revenu à l'enseignement, à la recherche et cette fois à la coordination de la création d'entreprise depuis décembre dernier. Mon propos aujourd'hui va consister à rapidement, j'espère le plus adroitement possible, synthétiser le propos de Philippe dans cette présentation de l'approche PERFEA qui complète l'approche par les matrices de matérialité dans l'ouvrage de Bertrand Valliorgue, et puis de soumettre 4 ordres de questions que j'ajoute à la discussion et aux questions que les participants auront. Alors, dans le chapitre 5 sur la nouvelle exploitation agricole, l'exploitation agricole à mission, l'exploitation agricole qui se veut régénératrice pour nourrir la planète, nourrir les hommes, mais également réparer la planète, eh bien, il s'agit de penser les outils de gestion et en particulier les outils de mesure de la performance stratégique atteinte par l'exploitation agricole. Et Bertrand Valliorgue propose pour le fonctionnement d'une exploitation agricole qui veut prendre le chemin de l'agriculture régénératrice, les matrices de matérialité. L'idée étant bien que les caractéristiques de cette exploitation régénératrice soient engagées et s'engagent et protègent statutairement la planète, mais également qu'elle puisse identifier les enjeux, mesurer et valoriser les efforts qui sont fournis et développer ce que Bertrand Valliorgue appelle des capacités dynamiques, ces ressources et compétences qui seront à même de permettre à l'exploitation agricole et donc à l'exploitant, à l'agriculteur, de nourrir les hommes, mais aussi de réparer la planète. Et l'approche PERFEA que Philippe vient nous représenter est bien une approche de management stratégique global de l'exploitation agricole, mais elle est également une approche systémique dans le cadre du changement institutionnel et des mutations à l'œuvre dans le monde agricole et dans l'ensemble de notre société. Alors, cette démarche méthodologique de l'accompagnement et qui vise à, on l'a vu, Philippe a parlé d'un accompagnateur, d'un médiateur, il a pris l'image de la sage-femme, vise à accompagner l'agriculteur, le dirigeant de l'exploitation agricole, vers une performance globale comme un processus d'amélioration continue, rappelant le cadre éminemment et intrinsèquement collectif de l'exploitation agricole, avec une place nouvellement très importante, alors nouvellement dans cette méthode-là par rapport à d'autres méthodes, de l'intention stratégique, de la mission, de la vision, des valeurs du collectif que représente l'exploitation agricole et le dirigeant, l'agriculteur, en lien avec les diagnostics de l'environnement, des environnements, je dirais, qui sont pluriels de l'exploitation agricole, et en visualisant, on rejoint peut-être ici certaines des méthodes du design thinking où la visualisation a un rôle essentiel pour comprendre les enjeux, mais surtout leurs interactions entre les irréversibilités. On a parlé tout à l'heure de boucles, et ici l'outil proposé sont les cartes causales. L'objet global et la finalité étant bien des actions concrètes et l'impact et les résultats, les conséquences de cette action devant être mesurées au fil d'une performance globale atteinte ou partiellement atteinte, le tout pour appréhender la complexité, et ici, à l'heure de l'Anthropocène ou vers le développement durable. Alors, le premier ordre de questions que je soumets est ici celle de la posture du conseil dans les outils de management stratégique, du conseil et du conseiller, je dirais. Dans la présentation et les matrices de matérialité, on a clairement un point de vue très normatif, point de vue normatif que l'on retrouve d'ailleurs dans des méthodes comme la méthode IDEA et la méthode IDEA version 4 complétée par la méthode CARE dont nous avons parlé avec Yulia Altukova à Nice et Frédéric Zam sur un précédent webinaire, et il s'agissait bien d'établir des scores de performance. Donc on voit là bien dans le vocabulaire la normativité.
Et Philippe Jeannot, lui, nous a davantage parlé d'un accompagnateur à l'écoute, en écoute active, et donc d'une empathie au cœur du dispositif et au cœur des tableaux de bord qui vont être établis et du management stratégique globalement établi. Puis si on regarde d'autres méthodes, d'autres outils de pilotage qui également imposent la posture du dirigeant, on pourra aller aussi bien de méthodes comme l'approche VEA, des experts fonciers agricoles, où là, on est plutôt dans une approche très positive, je dirais descriptive, de valorisation d'un patrimoine global détenu dans une exploitation agricole, ou des outils du monde plus entrepreneurial ou du monde des startups, comme les business models Canva ou les balance scorecards de Norton et Kaplan, qui permettent, sous forme de tableau de bord, de suivre et piloter le management stratégique d'une unité économique, d'une structure, d'une société. Cette variété d'approches et de méthodes, et donc finalement de postures, souvent implicites pour le dirigeant, elle suppose également qu'on ait une bonne prise en compte, et c'est là un des atouts de l'approche PERFEA, l'intention stratégique, ce que veut faire le dirigeant de l'exploitation agricole, et donc de la finalité de cette exploitation agricole. Alors, sûrement en lien, et je reprendrai ici l'étude Farmers of the Future, publiée par l'Europe en décembre 2020, et qui présentait des profils, et les profils à 2040 des exploitants, des agriculteurs, de l'agriculteur adaptatif à l'agriculteur urbain, en passant par l'agriculteur qui serait cellulaire ou un agriculteur du bien-être. Eh bien, cette étude a permis d'imaginer l'avenir de 12 profils d'agriculteurs différents. Donc, une grande diversité d'agriculteurs, de motivation, mais aussi de structure organisationnelle et donc de finalité de l'exploitation agricole. Et c'est là aussi un enjeu pour nos outils, nos méthodes de management stratégique, que de pouvoir accompagner la diversité en tenant compte de la complexité et en ne cherchant pas forcément à la résumer pour ne pas lui retirer sa moelle intrinsèque. Et puis enfin, et pour faire le lien avec l'ouvrage de Bertrand Vaillorgue, il s'agit aussi de savoir comment est-ce que le conseil et le conseiller va prendre en compte, prendre en charge des incitations à sortir de la dépendance de sentiers en place jusqu'à présent. Tout cela dans un contexte de changement des modes de consommation parfois schizophrènes. L'Obsoco ou le CREDOC nous montrent abondamment à quel point si les modes de consommation évoluent vers des consommations plus responsables et une demande des consommateurs de cela, eh bien la sensibilité au prix, par exemple, très concrètement, peut parfois annihiler les aspirations d'une société qui se verrait plus capable de gérer l'anthropocène. Et puis la digitalisation de l'économie et du monde agricole, et plus largement un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, avec une augmentation très forte des risques. Et nous, dans le monde agricole, évidemment, il s'agit là d'une problématique majeure, celle du management stratégique des risques et des nouveaux risques qui se présentent, et implique probablement que l'outil de gestion soit réfléchi comme aussi un outil avec potentiellement un parti pris. Le deuxième ordre de questions que je soumets à Philippe et puis à la salle concerne les niveaux d'échelle et les interactions entre les différents niveaux et entre les systèmes de règles institutionnels. Bertrand Vaillorgue, dans son ouvrage, précisant la refondation de l'agriculture ne peut se faire qu'en partant des fermes, et elle ne pourra être imposée par l'État et les marchés. L'idée étant ici que tout se joue au niveau micro, mais Philippe précisait tout à l'heure qu'on est déjà sur un niveau collectif. Se joue-t-il donc à un niveau complètement individuel, presque infra-micro, dans la cour de la ferme, ou bien cela se joue-t-il à un autre niveau dans un secteur qui n'est pas un secteur industriel comme les autres, qui est le secteur de l'agriculture, où les organisations consulaires, l'État et la coopération, au travers des coopératives agricoles, mais pas seulement, ont un rôle historique et une place extrêmement importante.
cela suppose également de savoir où et comment est pensé le collectif et les enjeux qui sont pris en charge par ce collectif dans une reconfiguration des filières et des chaînes de valeur globales qui ajoutent, là encore, à la complexité. Et pour prendre un exemple, et j'ai choisi ici à dessein un exemple de l'impact potentiel de la digitalisation qui crée de nouveaux joueurs, de nouveaux opérateurs dans les secteurs et qui peut casser des chaînes de valeur largement construites en silos, dirait-on, de l'approvisionnement jusqu'à la distribution, eh bien, des startups, de jeunes entreprises ou pas jeunes, on trouve également des industriels qui peuvent casser ici complètement des chaînes de valeur qui vont ainsi se reconfigurer nouvellement. Le troisième ordre de questions, auquel d'ailleurs nous amène inévitablement le second, concerne la gouvernance du changement institutionnel et de l'organisation des systèmes de règles et de la diffusion de ces systèmes de règles. La question étant, est-ce que l'exploitation est le bon niveau? Alors vous me direz, bon, ça dépend dans quel sens, mais là, je le soumets à la discussion et à Philippe. Pense-t-il et comment l'exploitation agricole est-elle le bon niveau? Dans un profil des dirigeants qui évolue, j'ai fait référence tout à l'heure à l'étude Farmers of the Future qui nous propose 24 profils de dirigeants de l'agriculture très différents, très variés. Et puis, je nous renvoie aussi aux travaux sur le profil des dirigeants et leur évolution, notamment sur l'aspect multifonctionnalité ou diversification des exploitations, les travaux de Vincent Lagarde. Et puis, pour une publication de Cherrier et Hall en décembre dernier, tout à fait intéressante dans un numéro spécial de la revue de l'entrepreneuriat dédié à l'entrepreneuriat agricole. Cependant, d'autres niveaux intermédiaires émergent ou existent. On a notamment les groupes d'intérêt économique environnementaux. Alors, on peut prendre ici, j'ai pris, du fait de ma localisation géographique, les Hauts-de-France, et on a aujourd'hui 19 GIE reconnus en Hauts-de-France. Vous avez ici une présentation des CUMA, des LVA, mais également de très nombreuses associations qui prennent en charge ces enjeux sociétaux, environnementaux essentiels. Et puis, on trouve également les laboratoires d'innovation territoriale qui émergent. Et j'ai choisi là, ici, l'exemple du LIT Westerel, Ouest Terre d'Élevage, fondé en partenariat entre Triskalia, Terrena, l'INRA en 2017, devenue une association en 2019. Et donc, vous voyez ici, dans les partenariats, que l'on retrouve tout type d'acteurs mobilisés, des instituts techniques jusqu'aux industriels de la grande distribution, mais également les grands groupes de transformation industrielle ou les pôles de compétitivité, ainsi que les collectivités, les politiques et puis les écoles. L'enjeu du laboratoire, perçu et conçu comme un living lab, est bien de, ici, réconcilier la société avec l'élevage, un enjeu tout à fait de taille. Puis de très nombreux collectifs informels, réseaux, associations existent et sans forcément être récents, continuent de prendre en charge ces enjeux et sont en relation directe, indirecte, choisie, non choisie avec les exploitations agricoles et constituent aujourd'hui le monde agricole. Comment est-ce que peut-être, doit être gouverné le changement institutionnel compte tenu de ces différents niveaux et des enjeux pour la société, mais aussi finalement en termes de contrat social, sociétal, dans ce contexte de mutation et de digitalisation de l'agriculture. Et puis enfin, le quatrième ordre de questions concerne l'innovation. L'innovation technologique ou pas seulement, mais ici je vais faire assez référence à l'innovation technologique, sans forcément m'y restreindre. Et par exemple, comment est-ce que l'AgTech redéfinit potentiellement la donne, comment en tenir compte, comment la digitalisation, qui pose aussi de nouvelles questions, je n'ai pris qu'une des questions ici, celle par exemple de la propriété, du stockage, de la sécurité, de la valorisation des données agricoles émises au niveau de l'exploitation, et puis des compétences nouvelles qui sont nécessaires à l'exploitation et aux dirigeants ou aux salariés travaillant au quotidien.
De nombreuses startups également en agriculture viennent potentiellement ou non bouleverser, en tout cas proposer un modèle différent, peut-être sont des modèles différents en outils de gestion et de pilotage d'entreprise. Ils utilisent souvent les business model Canva, les balance scorecard, donc des outils, des sciences de gestion très généralistes. Et ces startups sont d'ailleurs parfois montées par des personnes qui nous viennent de mondes qui n'ont aucun lien avec le monde agricole et ne tendant pas nécessairement, à tort ou à raison, ce pourrait être un débat, mais du monde agricole tel qu'il est. J'ai choisi ici un exemple parmi d'autres, Neofarm, qui est une start-up créée en 2018 qui propose des serres robotisées, comme vous le voyez sur la photo, et qui permettent du maraîchage. Donc, cette offre s'adresse essentiellement aux collectivités et propose aux collectivités, pour des collectivités de taille d'environ 1300 habitants, de fournir les cantines et les espaces collectifs en maraîchage bio. Cette start-up a par exemple été créée par deux trentenaires, Alexia Ray et Olivier Leblinvaux, tous deux issus des fintech et du monde du conseil, McKinsey pour Olivier Leblinvaux qui est également polytechnicien, et leur souhait, leur volonté étant de créer un modèle de micro-ferme potagère automatisée avec robotisation. Donc on voit bien ici l'intérêt et ce qu'apporte la digitalisation dans leur modèle, des investissements et des levées de fonds très conséquentes qui se comptent en millions, des partenariats essentiels à la création de leur modèle. Et ici, sont cités, c'est un article dans Challenge qui a fait un dossier sur 100 000 startups qui font bouger le monde très récemment, des partenariats avec La Vie Claire, avec Mimosa et puis avec le groupe Duval qu'on ne présente pas ou plus dans le monde agricole. Et puis, sans ici le détailler, j'ai choisi une des infographies, on en trouve régulièrement et quotidiennement sur les réseaux, une infographie qui présente un paysage, un panorama des startups. Et l'idée ici étant pour moi de montrer l'ampleur, la diversité, à la fois des sujets, des thématiques, des secteurs, finalement des endroits dans nos systèmes institutionnels où se positionnent ces projets et ces jeunes entreprises qui impactent forcément et qui impacteront de manière souvent irréversible le monde agricole et les chaînes de valeur du monde agricole. Merci. Juste tu as terminé peut-être la conclusion, oui. Et j'en finirai là. Merci Philippe. La conclusion et peut-être une réouverture sur les parties prenantes qui ont un rôle essentiel, central dans l'approche PERFEA, tout comme le collectif, avec une petite interrogation sur l'accompagnateur, le médiateur extérieur à la méthode. Mais lui-même n'est-il pas souvent une partie prenante de l'exploitation? La question du politique qui se pose pour finalement une problématique générale de l'alignement des projets, des intentions et des missions entre la société, les filières, les territoires et l'entreprise agricole dont la mission est de nourrir les hommes et de réparer la planète. Et j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. C'est très riche et donc du coup, je propose que laisse ton diaporama. Tu vas revenir, mais en attendant, ou alors tu l'arrêtes, et parce que je propose qu'on prenne une série de questions des participants, qui sont des questions, beaucoup de questions courtes, et après on prendra tes 4 registres de questions pour élargir, parce que tu élargis vraiment le débat, et je pense que il faut d'abord quand même répondre aux participants qui ont posé les questions. Une première question, c'est souvent des questions de compréhension ou de précision. Une première question de Bertrand: est-ce qu'il y a des ponts entre PERFEA et les nouvelles formes de comptabilité dont nous avons parlé la semaine dernière? Philippe. Pas formellement. Bon, il faut dire que ces questions de comptabilité, elles émergent, elles sont quand même assez innovantes, assez récentes. Et nous, dans notre approche, on n'a pas fait de lien direct. Alors, il y a ce côté normatif qui a été un petit peu abordé pour dire, finalement, où
voilà, on pose un cadre, alors que dans Perfea, finalement, on ne s'appuie pas sur un référentiel. Maintenant, comme je l'ai dit, l'agriculteur, il a un réel perçu qui va intégrer dans ses choix, dans ses prises de décision. Donc, à partir du moment où il y aura mis en place une comptabilité socio-environnementale, ça va faire partie du réel perçu et des éléments à intégrer dans la prise de décision. Donc, j'aurais tendance à dire naturellement, parce que c'est la façon dont Perfea est construit, naturellement, cette question-là, elle sera intégrée. OK. Répondez court pour Oui. pouvoir ensuite bien traiter les questions de Gaël. Une autre question sur les acteurs, toujours sur Perfea. Qui sont les acteurs qui portent Perfea? Les chambres d'agriculture, les CETA, les CUMA? Alors, je dirais Alors, l'enseignement agricole, parce que je sais que ça, oui. vous rayonnez dans l'enseignement agricole. Oui, alors Perfea, on l'a co-construit au départ, cette approche avec les établissements d'enseignement agricole et quelques agriculteurs. Et donc, le Perfea s'est porté. Alors, on a eu aussi un CASDAR, donc on avait un CASDAR avec la PCA et donc son service de formation Réseauia. Il y avait Tram aussi qui était associé, enfin, il y avait d'autres partenaires. Donc, bon, aujourd'hui, peut-être que les chambres utilisent moins cette approche. Hein. Il y avait eu aussi un gros travail qu'on a fait avec les CUMA. Hein. Alors, les CUMA, on a formé des animateurs. Les CUMA ont aussi développé leur approche d'INA-CUMA. Voilà, donc ensuite, nous, on a plutôt expérimenté Perfea dans différents contextes, hein, dans les filières, dans les GI2E, dans des groupements, dans des CETA, des GVA, etc. Voilà, donc il y a un ensemble d'acteurs qui utilisent. OK, alors toujours une question sur Perfea. Est-ce que Perfea travaille également la question des biais cognitifs dans le processus de décision? À partir du moment où on est toujours sur cette question du réel perçu, on intègre évidemment le fait qu'il y a forcément des biais cognitifs. L'idée, c'est aussi en s'entourant de parties prenantes dans la réflexion, en s'entourant d'un accompagnateur qui invite à élargir les considérations. Je ne veux pas dire qu'on va réduire les biais cognitifs, mais en tout cas, l'idée, c'est peut-être de compléter sa vision du monde, d'intégrer des choses qu'on n'avait pas intégrées pour peut-être voilà, être dans les meilleures conditions pour prendre des décisions. Alors, merci. Donc, après, toujours des questions très pratiques. Quel est l'outil utilisé pour réaliser la carte causale? Une question de Alors, Nicolas. la carte causale. La carte causale, en fait, c'est un outil, c'est juste un outil. C'est pas un, c'est toujours difficile de comprendre la carte causale comme ça, avec ces 150 idées, ces 200 liens. Et donc, on utilise un outil qui s'appelle Decision Explorer, qui est un outil qui permet à la fois de faire la représentation, mais de traiter aussi l'information pour pouvoir identifier les éléments les plus importants, faire des clusters pour donner plus de lisibilité au projet. Ça, c'est, je veux dire, ce qu'on a fait dans le cadre théorique et qu'on continue d'utiliser. Maintenant, on peut très bien faire une représentation, modéliser le fonctionnement d'exploitation de toute autre façon. On l'a fait également avec ce qu'on appelle le schéma de fonctionnement qui a été très développé dans l'enseignement agricole pour représenter le fonctionnement d'exploitation. Donc, on peut utiliser aussi le schéma de fonctionnement à partir du moment où on a retenu un certain nombre d'idées et qu'on les met en forme et qu'on essaie d'identifier des chaînes de causalité. Après, on peut discuter avec l'agriculteur des éléments qui sont fondamentaux, des finalités de l'exploitation, des centralités. L'important, je pense, qui est vraiment important, c'est de considérer que l'exploitation est complexe et que la modélisation permet de saisir, la représentation graphique, par exemple, permet de saisir la complexité de l'exploitation.
Alors, deux questions pour Gaël concernant les business models. Est-ce que le business model Canva est enseigné dans les écoles d'ingénieurs et ou utilisé dans la profession agricole? Une question de Bertrand. Et une question de Nicolas. Avez-vous identifié d'autres outils business model correspondant davantage aux filières des entreprises agricoles à mission? Alors, sur toutes les écoles d'ingénieurs, je ne saurais m'avancer, mais par contre, nous, sur INELASAL, effectivement, le business model Canva est enseigné. A priori, je dirais, tout ou la plupart des élèves en école d'ingénieurs étant particulièrement sollicités pour participer à des week-ends start-up, à des hackathons, à des concours d'entrepreneuriat et d'innovation. Et dans ces concours, le business model Canva est massivement utilisé. Donc, Bertrand, je te dirais oui, effectivement, c'est le cas. Son utilisation dans le monde agricole, alors dans le monde agricole au sens très large, et là ça rejoint une remarque de Fabien Jean tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes ces startups ou entreprises qui font partie du monde agricole mais ne sont pas elles-mêmes agricultrices, ne produisent pas des biens agricoles, ont recours à ce type d'outils. Maintenant, de manière très exploratoire et à mon niveau, à plusieurs reprises sur des cours de management stratégique de l'exploitation agricole, j'ai fait comparer, à partir de travaux sur des exploitations, des études de cas concrètes, les atouts et les limites de plusieurs méthodes, BMC, PERFEA, IDEA et VEA, et j'ai fait comparer aux étudiants ce que cela nous apportait, même si dans la vraie vie, je vois mal comment on sortirait un comparatif aussi conséquent que celui-là. Et puis, l'autre question, Philippe, c'était… Ah oui, d'autres outils, pardon. Oui. Le Circulab est un autre outil. Le Circulab, c'est un business model Canva, mais d'économie circulaire, qui a peut-être un partage avec l'entreprise à mission. Je ne suis pas toujours fan parce que je trouve qu'on perd l'orientation client qui est extrêmement importante et au cœur du business model Canva, mais c'est un autre modèle et un autre outil qui peut être présenté. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la conversation. Et donc, du coup, pendant que tu mets le lien, une question à Philippe, de Philippe Collin. La performance globale est-elle appréciée sous les trois angles, biodiversité, économie, sociétal, territoire, au sein de l'exploitation ou au sein d'un groupe d'agriculteurs? En fait, tu as présenté plutôt Oui. les différentes catégories de l'environnement, mais on ne voit pas clairement effectivement le lien avec les piliers du développement durable. Oui, alors en fait, on n'est pas parti sur les trois piliers du développement durable. On avait été sollicité quand on a développé la démarche PERFEA, on avait été sollicité par le SRFD, la DRAF en Auvergne, pour à l'époque accompagner les exploitations de lycées à devenir HVE. Et donc, en gros, nous, on avait dit non, c'est pas ça l'enjeu, c'est pas d'aller remplir une grille et de dire il me manque quelques points pour être HVE. C'est pas. Donc, on a dit en fait, il faut plutôt développer une démarche qui prend en compte le développement durable d'une autre façon. C'est pas de remplir un score, c'était de se dire on interroge l'agriculteur sur ses relations à l'environnement. Et là, on s'appuie sur un autre cadre qui est de dire l'environnement, il a des caractéristiques. Et j'interroge les relations de mon système, de mon entreprise, de mon exploitation à cet environnement. Donc, cet environnement, bon, je suis passé très vite dessus, l'environnement, il est marqué par des ressources rares, il est marqué par de la variabilité, il est marqué par le fait qu'il y a d'autres parties prenantes qui existent. Et on demande simplement à l'agriculteur de se poser des questions sur c'est quoi vos ressources rares? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le sol? Est-ce que c'est l'agriculteur qui décide? Moi, je ne suis pas là pour lui dire ce qui est important pour vous, monsieur, c'est l'eau, ou c'est le sol, ou c'est la qualité de vos sols, ou c'est… Non. Donc, on s'est toujours refusé à avoir cette approche un peu normative en termes de trois piliers, en disant c'est ça le développement durable, et derrière, voilà l'exploitation modèle qu'il faut suivre. Non. Donc, c'est sans doute, alors peut-être qu'à l'heure de l'anthropocène, peut-être qu'il faut être un peu plus directif, un peu plus normatif. Mais en même temps, moi, je pense que les gens, voilà, l'agriculteur, c'est lui qui a la main, c'est lui qui doit décider de ce qui est bon ou pas bon pour lui, évidemment. Et je ne crois pas qu'en voulant imposer à tout prix une norme, qu'on réussira
l'enjeu du changement, de la transition vers des systèmes qui réparent la planète. Ok, alors maintenant ça on revient. interroge, ça pose vraiment question. Oui, c'est évident. On revient maintenant aux questions un peu plus d'élargissement du propos. Bon, d'abord sur la posture du Conseil. Donc les questions que pose Gaël, comment, Philippe, toi, tu peux répondre à ce type de questions? J'en ai donné quelques brefs éléments tout à l'heure. L'idée, c'était de dire, nous, ce qu'on a proposé, c'est vraiment de changer la posture du conseiller. C'est de dire, le conseiller, c'est pas celui qui vient, qui sait et qui vient donner son savoir, ses connaissances à un agriculteur qui attendrait béatement le conseil. C'est plutôt de renverser le rôle et c'est le conseiller, là, du coup, l'accompagnateur qui vient poser des questions et l'agriculteur donner des réponses. Et on change complètement, radicalement, la façon de faire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas des conseillers qui viennent apporter peut-être une solution à certains moments. Ce n'est pas ça le propos. Là, le propos, c'est de dire on n'a pas besoin, dans ce cadre-là, de ce genre de conseiller. On a besoin de quelqu'un qui fait preuve d'écoute active, qui a de l'empathie, qui est neutre, qui ne va pas venir donner la solution. Et c'est difficile d'avoir cette posture. Tout ça pour accompagner l'émergence du projet par les intéressés. Et donc, son objectif à ce conseiller, c'est d'interroger les gens sur les différents points qui sont abordés dans PERFEA, mission, vision, valeur, les relations à l'environnement, quelles sont les parties prenantes, etc. etc. Voilà. C'est vraiment ça. Du coup, c'est quel profil de formation? Parce que c'est plus les ingénieurs agronomes qui devenaient conseillers de chambre d'agriculture ou de coopératives agricoles. C'est quel profil? Pour moi, ça reste le profil de l'ingénieur agronome par excellence. Et on essaie de les former dans ce sens-là, ou en tout cas, on essaie de leur donner, on n'essaie pas d'en faire que des accompagnateurs, mais dire, voilà, dans votre activité de conseiller, peut-être qu'à un moment, vous serez aussi un accompagnateur. Ça suppose d'avoir une autre posture. C'est plutôt ça. Donc, c'est d'être multi-compétent. Alors, il y en a qui ont des aptitudes qui ont plus ou moins d'attrait pour ce genre d'activité. Mais c'est très perturbant pour les ingénieurs. Oui, mais du coup, quel engagement, par rapport à la fin de sa question, quel engagement de cet accompagnateur pour inciter à la sortie de la dépendance de sentier? Comment, parce que écoute active, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi d'un engagement à l'heure de l'anthropocène? Oui, non, mais c'est tout à fait. Mais bon, est-ce que c'est l'engagement? J'aurais tendance à dire, c'est dans le projet que les gens vont s'engager en choisissant de réaliser un certain nombre d'actions ou pas, et d'aller réparer les communs. Non, mais moi, je parle de l'engagement de l'accompagnateur. Mais l'engagement de l'accompagnateur, on le formalise, nous, dans un contrat d'engagement, où finalement, l'accompagnateur, lui, il s'engage sur une posture. C'est ça, en fait. Mais il s'engage simplement à accompagner l'agriculteur dans la réalisation du projet, du projet d'accompagnement. L'agriculteur, lui, s'engage à contribuer, à participer. Et voilà. D'accord. Alors, sur les niveaux d'échelle maintenant, effectivement, la question du collectif, la question du lien, les relations filière-territoire. Donc, comment penser les niveaux d'échelle? Ouais. Sur les niveaux d'échelle, moi, ce que j'aurais tendance à dire, quand on regarde et qu'on lit le livre de Bertrand, cette question, par exemple, des communs, on voit bien qu'elle ne peut pas être réglée que par l'exploitation individuelle et qu'il y a besoin, à un moment, de penser aussi à un projet collectif, à une autre échelle. Alors, collectif, ça dépend des enjeux. Ça peut être autour d'un bassin versant, de la question des captages d'eau potable, ça peut être des questions autour de la qualité des sols, voilà, autour des communs. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut aussi imaginer, je pense, entre guillemets, du perf territoire, du perf commun sur ces
sur ces grands enjeux. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut à un moment développer une réflexion qui dépasse celle de l'exploitation agricole, même si la réflexion, elle doit se faire à l'exploitation, elle doit aussi se faire à une autre échelle et associer les parties prenantes des communs qui sont à réparer. Donc, je pense qu'il faut inventer aussi là de nouvelles formes d'accompagnement de collectifs plus larges. Voilà. Et il sera difficile quand même, donc effectivement, pas rester sur l'échelle d'exploitation agricole, mais après, on a bien vu dans une autre période historique où même les incitations n'encourageaient pas l'ensemble des agriculteurs à aller vers une direction Bien sûr. semblable. Donc, il y avait les CTE, on se souvient des CTE collectifs, qui étaient une très belle idée, mais qui n'a pas forcément marché. Il faut trouver des incitations. Après, on parlait tout à l'heure un petit peu de politique. Je pense que peut-être que la politique agricole commune, elle doit aussi s'emparer de cet enjeu collectif et de promouvoir et de ne pas avoir qu'une vision purement individuelle à l'échelle de l'exploitation. Donc l'enjeu, il est là. Et puis il y a les collectivités territoriales et puis les entreprises qui doivent à un moment... c'est peut-être aussi de ces autres parties prenantes que devront venir les initiatives pour mettre autour de la table tout le monde. Et c'est peut-être pas l'agriculteur qui va être porteur de ça, mais c'est peut-être avec d'autres, en tout cas, qu'il faudra discuter des enjeux sur les communs. Oui, la question 4 envoyée à la place de l'innovation, ce que nous montraient ces exemples, nous montraient qu'effectivement les formes d'exploitation changeaient rapidement, les modèles d'entreprise, et bon, on en a déjà parlé, mais du coup, est-ce que ça peut être un facteur favorable ou un facteur défavorable dans le développement de missions en lien avec l'Anthropocène? Moi, j'ai pas une vision complètement arrêtée là-dessus. Simplement, je pense que c'est toujours bien d'avoir de l'innovation, des gens qui arrivent d'autres horizons, d'autres mondes. C'est ce qui arrive. Et c'est vrai à la fois dans la production, c'est vrai aussi dans le conseil. On voit émerger de nombreuses organisations, start-up dans le monde du conseil qui sont en train de faire une rupture complète avec des gens qui ne viennent pas en plus de nos établissements d'enseignement. Hein. Je vois des gens, encore la semaine dernière, je discutais, ils sont peut-être dans la salle, là, des gens qui viennent de Centrale, qui viennent d'autres types d'enseignement et qui apportent d'innovation. Donc tout ce qui peut apporter d'innovation, je pense que c'est très bien. L'agriculture en a besoin et d'innovation qui n'est pas que d'innovation purement matérielle, mais aussi en termes d'idées. Donc, c'est très bien. Après, derrière les startups, on sait qu'il y a l'AgTech avec toute la question finalement des algorithmes, de l'intelligence artificielle, et ça interroge quand même derrière plus globalement sur la prise de décision. Parce que tout ce qu'on dit là, ça renvoie à la question de la prise de décision en agriculture. Et cette arrivée des algorithmes dans la prise de décision, ça va sans doute perturber très fortement les modèles décisionnels sur l'exploitation agricole. Merci. Il nous reste encore 2 petites minutes. Il y a une question d'Edouard qui est intéressante pour conclure ce webinaire. OK, pour faire confiance aux agriculteurs pour identifier leurs parties prenantes et leurs enjeux, mais cela suffira-t-il à la prise de conscience des enjeux de transition écologique? Pourrait-on faire confiance en Total, par exemple, pour engager un changement suffisamment rapidement? Moi, j'aurais tendance à renvoyer la question à tout le monde. Est-ce qu'on peut faire confiance à tout le monde pour demain arrêter réduire sa consommation d'énergie, être plus respectueux de la planète, réparer les communs? C'est une question qui s'adresse aux agriculteurs, mais elle s'adresse aussi à nous. Qu'est-ce qu'on fait à notre échelle? Oui, il faut faire confiance. Si on n'en fait pas confiance, c'est pas la peine de partir dans ce genre de projet. Enfin, ce serait ma conclusion. Gaëlle, est-ce que tu veux aussi donner un élément de conclusion? En conclusion, moi, je ferai un lien entre ce qui me semble essentiel à tout niveau, c'est bien que ce soit le dirigeant de l'entreprise qui soit maître et pilote de ce qu'il souhaite faire et qu'en aucun cas, il ne laisse diriger d'autres son projet entrepreneurial. Et puis, ce que nous disions sur les parties prenantes et la question que renvoyait
Philippe, et aussi celle de globalement quelle acceptabilité et quel degré de paradoxe et de schizophrénie est capable notre société aujourd'hui, des consommateurs jusqu'aux agriculteurs. Merci beaucoup, merci Gaël, merci Philippe. Donc, Merci pour beaucoup. information, nous avons un dernier webinaire conclusif qui portera sur la question de la transmission des exploitations agricoles à mission. Et je précise que c'est le mercredi exceptionnellement, parce qu'il y avait un intervenant qui n'était pas disponible le mardi. Et donc, attention, c'est mercredi prochain à 11 h et pas mardi pour le prochain webinaire. Merci Gaël, merci Philippe, Merci. au revoir Merci à beaucoup. tous et Merci à la beaucoup. semaine prochaine, le mercredi. Au revoir, bon Au appétit. revoir.